Il est 20h30 à Conakry, même heure à Dinguiraï. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, célébration en Guinée en différé de la Journée mondiale de l'habitat. Une commémoration placée sous l'angle de l'éradication de bidonvilles et des quartiers précaires. Vous aurez d'amples informations dans cette édition. Et puis la Guinée participe pour la première fois au Salon du chocolat à Paris avec l'appui technique des artisans du cacao dans la préfecture de Kissidougou, à suivre également dans ce journal. Vulgarisation de la politique nationale de l'industrie à Kindia et à la baie. Cette autre phase consiste à expliquer aux acteurs économiques les avantages qui y sont liés. C'est pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par ce décret. Décret des 2023-229 PRG CNRD SGG portant élévation à la dignité de grand officier dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L94-2 CT-RN du 26 janvier 1984 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 PRG SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'ordre national du mérite. Vu le décret des 2021 de PRG CNRD SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier de l'ordre national du mérite. Décret article 1er. La dignité de grand officier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée au général de brigade aérienne, deuxième section, Mamadou Jean Diallo, en reconnaissance d'éminents services rendus à la nation. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 29 octobre 2023, signé le colonel Mamadi Doumbouya. L'éducation, pierre angulaire de tout projet de développement durable, c'est pourquoi elle est classée au centre des priorités des autorités guinéennes. En 2 ans, plusieurs établissements d'enseignement préuniversitaire, supérieur et professionnel ont connu des rénovations et d'autres construits en un temps record. C'est notre édito de ce soir. Et c'est avec Fatoumata Kourouma et Fernand Goumou. Le colonel Mamadi Doumbouya, un homme dont l'éloquence ne se mesure guère par un enchevêtrement de mots creux, ni par une loquacité vaine. Il préfère s'exprimer à travers les actes, à travers des réalisations concrètes. À la barre du navire CNRD, l'homme du 5 septembre tient fermement les rênes du gouvernail. Il est le capitaine, le décideur, nommant et revoquant avec sagesse, car il détient la clé de la raison d'État. Sa gouvernance ne se laisse pas guider par le cancanon ou les commérages du tribunal de l'opportunisme politique. Au contraire, sa méthode est bien huilée, sa démarche sereine et sa rigueur implacable. Grâce à cette méthode, il a réussi à harmoniser le processus d'adéquation entre l'argent du contribuable et l'amélioration des conditions de vie de celui-ci. Prenons le secteur de l'éducation nationale, notamment au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En seulement 2 années, les réalisations sont impressionnantes. La révision des programmes de formation des enseignants en République de Guinée, le financement et l'acquisition d'équipements pour plusieurs laboratoires dans les institutions, la revalorisation des bourses des étudiants, la mise à disposition de bus pour les étudiants, la relance de l'ensemble des chantiers dans les institutions d'enseignement supérieur, la mise en place d'outils de sécurisation et de traçabilité des diplômes, l'élaboration tant attendue de la loi portant sur les établissements publics à caractère scientifique, la création de pôles de vie dans 10 institutions pilotes. De plus, la dématérialisation du pont des bourses des étudiants, l'assainissement du fichier des boursiers du Merci, la relance de la coopération internationale, CAMES, WASCAL, OFF,
le démarrage de nouveaux projets infrastructurels dans les institutions d'enseignement supérieur, le financement de plus de 1600 enseignants-chercheurs pour le master, le doctorat ou la recherche, l'acquisition d'équipements de travail pour les services centraux et la mobilisation de ressources externes pour appuyer le BND dans le financement des réformes du ministère sont autant de réalisations notables. Également, l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles mérite une attention particulière. Lancé en 2017, ce projet présidentiel est devenu une réalité grâce au leadership du colonel Mamadi Doumbouya. Cette année, sur 512 candidats au concours d'accès, 50 ont été admis, dont 10 filles. Ces étudiants, repartis en groupe, ont bénéficié d'une immersion au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix dans la première région militaire. Au niveau d'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, l'ouverture à l'école régionale des arts et métiers de Koya est désormais une réalité, portant le nom d'Ibrahima Souma, ancien ministre de l'enseignement technique de 2002 à 2006. Cette institution, s'étendant sur 40 800 mètres carrés, peut accueillir jusqu'à 1200 apprenants, offrant des formations en maçonnerie, génie civil, mécanique, électricité et électronique. De même, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel à Matoto a pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de formation continue pour les enseignants et le personnel d'encadrement technico-pédagogique. De plus, le centre de formation professionnelle de Donka, autrefois abandonné, a été rénové en grande partie par les élèves eux-mêmes, avec le coup d'envoi des travaux donnés par le chef de l'État en personne. Le centre de formation professionnelle de Donka porte désormais le nom du célèbre écrivain guinéen Camara Laye, auteur du roman à succès L'Enfant Noir, est décédé en 1980. Tout cela grâce à la vente aux enchères véhicules de luxe du parc automobile de la présidence qui a été supervisé en 2021 pour générer des recettes en faveur du secteur de l'éducation, illustrant ainsi un acte de bonne gouvernance et de lutte contre la gabegie financière. Enfin, il convient de souligner que ces réalisations s'accompagnent d'autres projets dans tout le pays, dont la rénovation des écoles, la construction et l'équipement d'institutions de formation professionnelle, la création d'espaces collaboratifs pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des sortants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la formation et le déploiement de cadres et le lancement de programmes de développement du capital humain. Au niveau de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, un travail considérable a été pris pour qualifier le programme d'enseignement, élever le niveau des formateurs et rendre les examens nationaux plus rigoureux, mettant en avant la valeur intrinsèque de chaque élève. Le président colonel Mamadi Doumbouya a reçu les lauréats pour les encourager à persévérer dans l'excellence. Le peuple de Guinée sait reconnaître la période de paix, de stabilité sociale et de développement qui s'érige grâce à une gouvernance à la fois délicate et lucide, jetant les bases d'un avenir encore plus prometteur. Le ministre du Budget est en route Guinée, première étape Cancan, où tout est parti d'une importante réunion de travail avec les services déconcentrés de la région. Les résultats en termes de mobilisation ont été présentés, des insuffisances enregistrées. Une invite est faite pour plus de résultats d'ici la fin de l'année budgétaire. Mohamed Seyarsouma. Une escale sur fond de directive à la brigade spéciale d'intervention rapide de Mamon. De la ville Carrefour, nous voici à Cancan. À peine rentré et sans répit, le ministre du Budget a réuni autour de lui l'ensemble des services déconcentrés d'impôts et douanes. Chaque structure dresse le bilan en termes de recettes, des réalisations encourageantes, mais des efforts restent à faire. Les réalisations globalement pour la douane sont proches des objectifs, au niveau des impôts surtout, qu'il est inacceptable que la projection de mobilisation de recettes soit décalée par rapport aux objectifs de plus de 30%. C'est inacceptable.
tous ceux qui sont en dessous de 30% doivent améliorer cela. Et je veux un plan de sortie d'ici lundi qui permette de voir cela clairement. Certes, il y a eu des difficultés du moment, il y a eu des rares, il y a eu beaucoup de difficultés qu'on n'a pas pu expliquer à M. le ministre, mais qu'à cela ne tienne, au-delà de ces difficultés, le personnel est mobilisé et nous sommes engagés à fournir beaucoup d'efforts pour corriger ces résultats d'ici la fin de l'année. Dans les différentes présentations, un constat se dégage. Il s'agit des écarts entre les objectifs et les prévisions. Des améliorations sont exigées, la formation des cadres locaux s'impose. L'objectif recherché étant d'imprimer les performances au niveau central à celui local. Par ailleurs, les bénédictions sont reçues auprès de la notabilité et des leaders religieux. Étape suivante, la visite des postes frontières et les chantiers du département du budget dans la région de Kankan. Je vous le disais donc au sommaire en Guinée, les autorités du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État ont ce samedi célébré en différé à Kidia la journée mondiale de l'habitat sous le thème économie résiliente comme moteur de croissance des villes de la reprise en Guinée. Saint-Martin, Francina de nos reportages. Pour ces rendez-vous, les autorités du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, en charge de la récupération des domaines spoliés de l'État, ont choisi la ville de Kindia pour abriter les activités. Comme l'ont recommandé les Nations Unies, cette journée est mise à profit pour être sur l'état des villes et des cités afin de trouver les mécanismes et les solutions de financement pour l'élaboration des bidonvilles et quartiers précaires. Des analyses basées sur le droit fondamental de tous à un logement décent et surtout pour la Guinée qui a un déficit de 50 000 logements par an selon les techniciens du secteur. Nous, au niveau de l'inspection régionale, avec toutes les réformes engagées aujourd'hui au niveau du département, à savoir, entre autres, le décret de lotissement qui va réorganiser dorénavant les lotissements et aménagements, mais également toutes les réformes engagées au niveau de l'obtention, de l'acquisition des titres, des droits de propriété, parce que forcément l'inspection est impliquée à partir des services techniques de Conakry et en tant que régional, nous donnons toujours notre avis. Ça nous réconforte à plus d'un titre. Nous savons désormais qu'il n'y a plus d'anarchie dans la construction. Il n'y a plus d'anarchie des dossiers, des parcelles. Sur le site de la direction de la conservation foncière de Kindia, c'est ça, un engouement peu habituel, structure déconcentrée et administration des EPA du secteur, ainsi que les acteurs de financement, comme l'ONU Habitat, montrent les stands. Des visites guidées sont faites pour permettre aux invités de mesurer les actions, la contribution et les perspectives de cette chaîne administrative et financière de logement en Guinée. Donc la célébration de la Journée mondiale de l'habitat, c'est pour rappeler à l'humanité entière notre devoir pour faire en sorte que les établissements humains, les villes et les villages soient des espaces décents, durables et qui aient tous les services qui soient accessibles pour les citoyens et les usagers de ces espaces. L'importance des logements sociaux en Guinée, c'est une priorité présidentielle et nous remercions le CNRI et le gouvernement de mettre beaucoup d'énergie pour les logements sociaux. Nous sommes vers la population que les logements sociaux ne s'arrêtent pas seulement à Conakry parce que c'est un programme national. Ces échanges axés sur les panels s'étirent pour marquer la journée porte ouverte. Avec le thème « Économie urbaine résiliente, les villes comme moteur de croissance et la reprise économique en Guinée », les autorités du secteur d'État traduisent les ambitions du président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, en matière d'amélioration du cadre de vie des populations à travers une politique de promotion de logements sociaux décents et durables. Sous l'égide du président RD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, nous avons jugé nécessaire de célébrer cette journée pour permettre de promouvoir les activités du département à travers des expositions, présenter les projets et chantiers prioritaires du département, vulgariser les outils et instruments de planification,
sensibiliser la population sur l'occupation anarchique des domaines publics et maritimes de l'État. La célébration de la Journée mondiale de l'habitat, délocalisée pour la première fois à l'intérieur du pays, donne le ton à la consolidation des acquis des administrateurs du secteur et surtout vise à rapprocher désormais les populations des services techniques de l'habitat pour tout besoin. Et puis cette bonne nouvelle pour les sociétés minières installées dans la région de Kankan. Il s'agit des travaux de réhabilitation et d'extension du laboratoire de géologie qui s'y trouve. Ce laboratoire à terme permettra d'analyser et de certifier l'or sur place. Les attentes sont exposées et des instructions sont données pour promouvoir la politique de développement du secteur minier guinéen sur place. Diamant Kaba. Béredou Baranama, une commune rurale très proche de Kankan. La zone abrite un laboratoire de géologie inactif depuis des années. La relance des activités est un nouveau regard porté par le ministère des Mines. Les travaux de réhabilitation et d'extension du laboratoire régional de géologie sont lancés pour analyser et certifier l'or sur place. Le moment est très opportun pour le relancer, vu l'attention particulière que le président de la République et mes deux ministres apportent au laboratoire national de la géologie. Il est temps que nous cherchions à connaître nous-mêmes et à maîtriser la qualité de nos minerais, extraits du sol et du sous-sol guinéen. Si aujourd'hui nous parvenons à réaliser cet édifice, ça sera vraiment un grand pas pour le développement national. Pour réaliser cet édifice inscrit au cœur des priorités du CNRD, la main-d'œuvre locale est sollicitée. Avec ses différentes commodités, le laboratoire régional de géologie de Kankan se veut imposant pour faciliter les démarches. Et vu que nous sommes dans la refondation, cet édifice qui était abandonné, donc suite l'ordre donné à M. le Président, à son ministre des Mines et de la Géologie, nous sommes là pour réhabiliter cet édifice. Donc ça va aider la région, ça va aider la Guinée et donc les échantillons seront analysés en République de Guinée. La garantie des autorités régionales, c'est de suivre depuis la pose de la première pierre jusqu'à la fin des travaux. Nous avons des services, c'est vrai que ce n'est pas nous qui allons réaliser, c'est une entreprise, mais on a des services au niveau de la région. On va les impliquer pour suivre le chantier, pour que les délais soient respectés. Ce laboratoire, c'est aussi un lieu d'apprentissage pour des ressources humaines compétentes. Une innovation de la Direction nationale du laboratoire pour permettre aux compagnies d'exploitation et d'exploration minière d'acquérir plus rapidement au niveau local les résultats d'analyse de leurs échantillons, tout en leur garantissant la fiabilité des résultats. Dans l'actualité, toujours célébration des 30 ans de l'entreprise Guide SA, 30 ans d'accompagnement du développement dont les effets touchent plusieurs domaines socio-économiques, notamment l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'eau et l'environnement. Récemment, à Conakry, une rencontre d'échange a eu lieu pour faire le point sur les 30 ans d'existence de l'entreprise. Reportage Aboubacar Diaby, Fodé Camara. Le développement socio-économique de la République de Guinée est accompagné par de nombreuses entreprises privées de la place. Dans la vie active, ces entrepreneurs locaux apportent leur contribution technique et financière à l'État pour faire bouger les lignes. Depuis maintenant 30 ans, la structure Guide SA s'est inscrite dans cette logique. Une entreprise citoyenne évoluant depuis 3 décennies dans les domaines des mines, de l'agriculture, des infrastructures, de l'eau, l'assainissement et de l'énergie, avec l'appui des méga-projets Komka et Swapiti. Nous n'avons pas voulu fêter 10 ans, nous n'avons pas voulu fêter 20 ans. Nous avons attendu l'âge de la maturité, d'avoir une structure solide, stable, crédible et un siège digne de son nom. Pour accueillir ce beau monde que vous avez vu, tous ces témoignages, c'était émouvant. On avait commencé le développement rural, on a évolué vers les autres secteurs, l'énergie, l'environnement. Et là, la chose dont on est le plus fier, c'est le nombre d'emplois créés, plus de 10 000 emplois, tout profil confondu. Ces retrouvailles ont permis de jeter un regard rétrospectif sur les activités menées à travers tout le pays. À cette tribune, les grands axes d'un travail de dur labeur de 30 années sont présentés au Grand Pic. Les perspectives sont aussi soulignées pour intensifier et diversifier les interventions. 30 ans, c'est bien plus qu'une simple période de temps. C'est un voyage.
Un voyage marqué par des hauts et des bas, des défis et des réalisations. En plus de réduire la pauvreté en milieu rural, ces projets ont permis ces dernières décennies de renforcer les organisations de producteurs, de concevoir la structure répondant aux besoins des populations bénéficiaires. La collaboration entre Guide et le FIDA a commencé en 1993 avec PAP BGN, donc le projet d'appui aux petits producteurs d'As-Guinée Nord. La liste de Guide est appréciée et sollicitée dans plusieurs pays. Les bailleurs de fonds, les universitaires, les représentants des autorités, des institutions ont réaffirmé leur volonté de soutenir les politiques de développement dans un esprit de partenariat public-privé harmonieux. L'impression qui me vient en tête est qu'il faut savoir se prendre en charge, prendre ses destinées en main au moment qu'il faut. Guide et Nateur, c'est le reflet qu'il nous projette aujourd'hui à travers tout ce qui a été dit ici. C'est quelqu'un qui a osé aller dans le privé, premières heures du libéralisme dans notre pays depuis 1993. Depuis sa création, Guide SA ne cesse de s'employer pour attirer les jeunes du pays vers l'entrepreneuriat. À travers ces différents domaines d'intervention, la société draine un grand nombre de jeunes guinéens avec 10 000 emplois générés pour donner à ces bras valides l'espoir de réussir au bercail. Une possibilité de réussir en Guinée sans emprunter le chemin de l'immigration clandestine. Et puis l'opération de libération des emprises routières entamée ce samedi s'est poursuivie ce dimanche à Kaloum. L'initiative vise à rendre fluide la circulation pour le bien-être des usagers de la route. On fait le point avec Oumar Barry. L'opération de libération des emprises routières entamée hier samedi s'est poursuivie ce dimanche 29 octobre 2023 dans la commune de Kaloum. Comme la veille, les bulldozers et les camions poubelles étaient à la manœuvre sous le suivi des services déconcentrés en charge de l'urbanisme, de l'assainissement et de la protection des infrastructures routières. On a commencé d'abord par la sensibilisation pour permettre vraiment à la population de se préparer de l'action qui nous a été assignée par la hiérarchie. Et bien avant cela, la population avait été informée depuis fort longtemps. Donc, nous, la mission maintenant, c'est de venir pour dégager complètement les encombrants physiques qui sont sur les emprises des routes. Cette fois-ci, on est déterminé à aller jusqu'au bout parce que l'opération qui est en train d'être exécutée maintenant là consiste à sensibiliser et à dégager. Pour sécuriser les espaces libérés, le gouvernorat de Conakry compte tout mettre en œuvre pour empêcher les réinstallations anarchiques afin de permettre la mise en valeur de ces espaces publics. J'aimerais d'abord dire à toute la population de Conakry que cette activité n'est formulée contre personne. Nous avons vu aujourd'hui un peu partout, même dans la sous-région, la propriété qui existe à côté. Donc pour nous, pour avoir au moins une cité, une capitale, Conakry étant la zone spéciale, la vitrine de la République de Guinée, avoir une capitale propre et saine. Donc on ne peut pas parler de santé quand la capitale n'est pas propre. Donc aujourd'hui cette activité est menée simplement dans le cadre d'assainir Conakry, d'embellir Conakry, à l'instar de toutes les autres régions. Ma mission c'est de contrôler tout ce qui est identification, marquage et utilisation de la population et aussi suivre l'opération de déguerpissement parce que Kaloum ici surtout nous avons une ville bien structurée. C'est un plan damier qu'on vraiment entretenir et aménager. Donc tout ce qui est installation anarchique, tout ce qui est cabaret, on doit tout enlever pour rendre notre ville propre. Donc j'appelle toute la population pour nous accompagner, c'est pour la sécurité déjà, c'est pour moderniser la ville, aménager la ville et avoir une belle vue. Cette opération de libération des emprises, des voies et espaces publics reçoit par ailleurs un écho favorable chez certains citoyens de Kaloum qui estiment que l'initiative des autorités est non seulement salutaire,
mais doit être poursuivi. Nous ne changeons pas de sujet. Ce matin, les forces de défense et de sécurité ont procédé à une vaste opération d'assainissement dans la commune de Kaloum, ce conformément aux directives données par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour rendre la capitale propre. Adjudant Mamadou Ali Oubari, correspondant de la presse militaire. À quelques jours de la célébration du 65e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, les forces de défense et de sécurité intensifient les actions civilo-militaires. En synergie avec certains acteurs de la place, les autorités militaires ont très tôt rallié l'esplanade du Palais du Peuple pour assainir certains endroits publics de la capitale, notamment le jardin du 2 octobre et l'avenue du commerce. Une façon pour nous de contribuer vraiment au développement socio-économique de la Guinée, de nous rapprocher de nos populations. Parce que c'est ce qui a été toujours le leitmotiv du chef de l'État, du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Qui dit propriété parle de la santé. Qui dit santé pourrait permettre vraiment d'accomplir toutes les missions. Pour avoir la santé, c'est l'hygiène. Donc aujourd'hui, les soldats sont en train de montrer à leur population que ce n'est pas seulement prendre les armes pour défendre le territoire. Et elle peut se joindre à elle pour maintenir la propriété dans la cité. Cet assainissement est suffisant. Vous savez, il y a des endroits propres et sains. Il ne peut pas faire tout, nous ne pouvons pas faire tout. L'idée de rendre Conakry ville propre en cette période de semaine du soldat est suivie d'effet par les épouses militaires et paramilitaires. Elles se sont fortement mobilisées pour la cause. On ne va pas rester en marge. Il faut qu'on s'implique en réunissant toutes les femmes des forces de défense et de sécurité. C'est une initiative des épouses des militaires et paramilitaires. Nous sommes là pour accompagner nos chers. Satisfait de l'engagement des forces de défense et de sécurité, le commandement militaire, coordonnateur de cette action citoyenne, salue le dévouement de ces femmes militaires et paramilitaires. Le message que le chef de l'État, chef suprême des armées, veut passer cette année, il veut que les forces de défense et de sécurité comprennent qu'ils ne sont rien sans la population. Le message c'est clair. Notre nation, notre raison d'être. Cette année, la fête anniversaire de la création de l'armée guinéenne est consacrée à des séries d'activités civilo-militaires. Une manière pour les autorités de la transition d'être auprès de sa population. Et disons qu'au terme d'une année de collecte, de ramassage et d'élimination des points critiques d'ordures à Conakry et à l'intérieur du pays, l'ANASP tient sa 3e revue de planification des opérations. Il est question de faire le diagnostic du programme pour davantage consolider le niveau de salubrité actuel à Conakry. Amadou Touré, reportage. L'élimination des dépôts sauvages d'ordures en passant par le curage des caniveaux à l'installation des bacs à ordures dans les lubriques sont entre autres des actions fortes posées par l'Agence nationale et de salubrité publique ANASP au cours de l'année. Ces actions ont produit des résultats selon de nombreux observateurs. Et c'est pour évaluer ces activités et d'autres dans le cadre de la salubrité publique que s'est tenue cette 3e et dernière session. Laissez à apprécier de façon globale de mise en œuvre des activités, mais aussi ils ont fait des recommandations allant dans le sens de tenir en compte vraiment des infrastructures, la réalisation des infrastructures pour permettre vraiment aux différentes communes d'être des jeunes de transit et afin de permettre de faciliter la collecte et le transfert des déchets au niveau de la décharge. Au cours de ces travaux, la session a reconnu des avancées en termes de salubrité publique en dépit du faible taux de décaissement de fonds alloués à l'agence. Pour d'autres, on a émis des recommandations pour pouvoir accélérer la mise en œuvre. Et nous avons aussi signé à l'agence de continuer à progresser par rapport à ce qui est fait sur le terrain parce qu'ils ont réussi quand même à garder la ville globalement propre comparée à ce que nous avons connu par le passé. Maintenant, nous nous attelons à des réformes structurelles qui nous permettent de rendre les résultats déjà obtenus durables et plus importants. Parmi ces réformes à venir figure l'implantation très prochainement de l'agence à l'intérieur du pays, notamment dans les capitales régionales et d'autres grands centres urbains pour accompagner les collectivités à mieux gérer leurs déchets solides et liquides.
L'actualité, c'est aussi cette 21e convention de la Jeune Chambre internationale qui vient de se tenir. L'occasion de faire une rétrospective des actions déjà exécutées. Des résultats sont enregistrés notamment dans la promotion du leadership en Guinée. C'était en présence du conseiller personnel du chef de l'État. Les détails avec Kerno Ousmane Diallo et Amara Kobasouma. 2023 va rester à jamais marqué dans l'histoire du développement de la Jeune Chambre internationale Guinée. Sous le leadership du président national sortant, l'organisation a renforcé au niveau local le service à la communauté à travers une mobilisation de ses membres et elle a surtout brillamment représenté la Guinée dans des compétitions internationales. La participation de 11 membres de la DCI Guinée à la finale du concours art oratoire et débat lors de la conférence zone Afrique et moi à Victoria Falls en Zimbabwe, où nous avons remporté prix de meilleure équipe de débat, du meilleur capitaine, du meilleur débatteur. En matière de développement de leadership, nous sommes parvenus à organiser plus de 90 sessions de formation sur les libres et certifiants. À cela s'ajoutent plusieurs autres activités dans la question de l'environnement ou encore dans la promotion de l'entrepreneuriat. À cette 21e convention nationale, tout est passé en revue en présence de représentants de structures régionales. C'est un honneur pour l'Afrique et le Moyen-Orient de pouvoir avoir cette jeunesse engagée. Je veux compter sur la DCI Guinée à être une opportunité, une école de chance pour les jeunes de la Guinée, tous les jeunes de tout continent résidant en Guinée ici, pour pouvoir construire l'histoire de cette Guinée, une Guinée brillante. Le conseiller personnel du chef de l'État, également parrain du mandat 2023 de la DCI Guinée, s'est félicité des résultats obtenus et a appelé les jeunes à l'union et au travail. Je suis comblé de joie en entendant égrener ici la liste de ces différentes réalisations, des réalisations qui s'inscrivent dans la politique prônée et dirigée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi je renouvelle mon engagement et reste disponible pour la Jeune Chambre internationale Guinée. La DCI Guinée est une organisation humanitaire qui compte aujourd'hui 500 membres à travers le pays. Elle plaide aujourd'hui pour être reconnue comme une organisation d'utilité publique. Nous poursuivons cette édition fin de la formation des journalistes de la région de Kindia en fact-checking. Cet outil de vérification permettra d'authentifier les informations et images pour plus de professionnalisme. Kerno Younoussaba, explication. L'ère du numérique, la mouvance est caractérisée par l'instantanéité dans la diffusion des informations parfois teintées d'intox ou de désinformation. À Kindia, une trentaine de journalistes bouclent une formation en fact-checking, un outil de vérification qui permet d'authentifier les infos et les images. Avec le développement spectaculaire de la technologie, dans le développement de la communication, aujourd'hui les États ne sont pas épargnés, les entreprises, les gouvernements, tout le monde en souffre. Fake news qui pullulent, la désinformation, la mésinformation sont devenues fondamentalement courantes dans la communication à travers les réseaux sociaux. Et nous avons pensé que le fact-checking était une réponse, n'est-ce pas, à cette préoccupation, parce que c'est une technique de vérification de l'information. Le fact-checking, un genre journalistique peu connu des professionnels. Ici, les bénéfices posent désormais d'outils pour plus de professionnalisme. C'est vraiment une bonne chose, ce qu'on a appris durant ces 2 jours. Moi, personnellement, je ne connaissais pas trop le fact-checking. Et bien sûr, ce qu'on a appris là, on compte même faire une restitution parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment chercher les informations sur ces réseaux. Le centre, après cette formation, veut répondre aux enjeux de nouvelles technologies de l'information et de la communication au moment où l'info devient de plus en plus accessible. Comment rendre accessibles aux populations les denrées de première nécessité? Pour y arriver, un cadre d'échange est mis en place au ministère de la Pêche et de l'Île maritime entre professionnels du secteur et les autorités pour améliorer la desserte en poisson. Déjà, des pistes de solutions sont explorées. N'est-ce pas, Mariam Kamara? Comment rendre le poisson plus accessible en qualité et en quantité? C'est le bien fondé de ce conclave des acteurs du secteur et les ministres de la Pêche, du Commerce, du Budget, ainsi que le directeur général des douanes.
En toile de fond, avoir une situation réelle des difficultés rencontrées tout au long de la chaîne et trouver des pistes de solutions. Nous avons jugé nécessaire de rencontrer les professionnels de la pêche. Donc c'est pour trouver des solutions très rapidement sur la stabilité du prix de poisson et la structuration du prix de poisson afin que le poisson soit accessible à tous les ménages guinéens. Ces autorités ont pu identifier des domaines d'intervention sur lesquels des dispositions peuvent être prises pour soulager le panier de la ménagère en produits halieutiques. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés, mais le point qui est revenu sur au niveau de tous les sous-secteurs, c'est le poste carburant. Déjà, il y a un comité interministériel qui est en place depuis quelques mois, qui travaille déjà sur le prix du carburant, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres points qui ont été soulevés. Quand je prends par exemple le point des Marius en ce qui concerne la catégorisation des espèces, ça c'est quelque chose qui peut être très rapidement mis en œuvre par le département de la pêche. De la chaîne de production à la distribution, ces pêcheurs industriels, artisanaux et mareyeuses sont rassurés de l'accompagnement des autorités. Cette rencontre fait suite aux recommandations du chef du gouvernement au ministère concerné de rendre accessibles aux populations les denrées de première nécessité, dont le poisson. Deuxième grand titre de cette édition, la Guinée participe pour la première fois au Salon du chocolat de Paris. Une participation rendue possible grâce à la collaboration entre l'agence guinéenne de la promotion des exportations et la structure japonaise Takibana. Au stand de la Guinée, le cacao et le chocolat présentés sont l'œuvre de la première chocolatière du pays, Abdul Karim Kamara. Dans la ville des Lumières, le rendez-vous des accros du chocolat est de retour au parc des expos après 2 années d'absence. Au fil des éditions, de nouveaux passes font leur apparition au Salon du chocolat de Paris. Pour la première fois, grâce à la volonté politique des autorités du CNRD, un stand dédié à la Guinée et présente le chocolat du pays. Une participation pilotée par l'agence guinéenne de promotion des exportations. C'est venir montrer au monde entier que la Guinée aussi produit du chocolat et exposer au stand Takibana, le cacao guinéen, et aussi avoir des partenaires et se faire connaître sur le marché international. Certes, de bonne qualité, mais le cacao et le chocolat guinéen doivent se faire une place au soleil sur le marché international. Par un cours de dégustation des spécialités de la Guinée, certains chocovores y trouvent déjà leur compte. Je viens de découvrir le chocolat de Guinée qui m'a l'air très bon. J'aime beaucoup le salon du chocolat. On découvre justement plein de chocolats de pays différents qu'on ne trouve pas d'habitude. Donc moi j'aime bien, j'ai l'impression de parcourir le monde en chocolat en fait. Le stand de la Guinée est garni de produits issus de l'expertise de la première chocolatière du pays. Dame Jenab estime que c'est une occasion pour elle de s'immerger dans l'univers du chocolat. C'est encourageant, c'est passionnant le cacao, le chocolat. Donc je me dis que je ne me suis pas trompée du chemin. Je me suis pas trompée vraiment de sujet. Je suis sur la voie. C'est la voie de la promotion du cacao au chocolat made in Guinée au-delà des frontières. Le Salon du chocolat de Paris 2023 rassemble chefs et passionnés de pâtisserie. Plus de 150 000 gourmands assisteront aux différentes animations proposées par le salon. Et pendant ce temps, vulgarisation de la politique nationale de l'industrie à Kindia et à Labé. Cette deuxième étape consiste à expliquer aux acteurs économiques les avantages qui y sont liés afin de booster le potentiel industriel guinéen. Autre précision avec Falilou Diallo. À Labé, malgré la floraison des industries de transformation des eaux et autres unités de production, FAPEL Industrie est le porte-flambeau de l'industrialisation locale. La vulgarisation de la nouvelle politique nationale de développement industriel est une aubaine pour les acteurs locaux. La définition d'une politique nationale claire, ambitieuse, accompagnée de la volonté politique, contribuera à la levée de ces freins en prenant en compte le contexte national, la politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest, les agendas 2063 de l'Union africaine et 2030 des Nations Unies. Il y a également le développement industriel se pose en termes de défis. Sur le plan local, l'engagement est sans faille pour accompagner cette opération du département du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. L'industrialisation d'un pays crée de l'emploi. Nous qui connaissons un peu le passé,
au moment où, au niveau de la Première République, il y avait des unités industrielles. Et toutes ces unités industrielles employaient des jeunes. Il s'agit du développement industriel. Qui parle du développement industriel, parle du développement de la Guinée, parle du développement de notre région. Parce que tout ce que l'industrie a besoin pour une transformation, se sont donné rendez-vous à Kindia. À l'heure où la zone économique de libre-échange continentale est déjà opérationnelle, la mise en place d'une industrie compétitive, inclusive et durable est un impératif. Moment choisi par le directeur national adjoint de l'industrie pour inviter les acteurs impliqués dans cette campagne à la maîtrise de l'orientation générale de cette politique nationale, gage de la performance du secteur de production dans notre pays. Dans le même registre, à Mamou, le ministère de l'élevage est plus que déterminé à renforcer le dispositif de riposte et de surveillance contre la rage soutenu par l'OMS et la FAO. Un stock important de vaccins des agents est mis à la disposition des agents vétérinaires déployés sur le terrain. Sur l'objectif, protéger les citoyens contre les morsures de ces carnivores. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant basé sur place. La rage est une maladie zoonotique propice aux carnivores et se transmet à l'homme par morsure. D'où la nécessité de procéder à une vaccination massive et gratuite des chiens et chats errants et non à Mamou. Mamou, c'est une préfecture de haut risque, raison pour laquelle cette fois-ci, la phase pilote là, Mamou fait partie pour la vaccination des chiens errants et non errants. Et aussi en plus des conséquences qu'elle pèse sur la santé animale et humaine, la rage impacte négativement les activités socio-économiques et morales des populations touchées. Le prix de vaccin d'un chien, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour ça et pour traiter ça. Maintenant que l'État prend ses responsabilités en nous donnant ça gratuitement, ça ne fera que nous réjouir. C'est pourquoi on est là massivement mobilisés. Le préfet de Mamou, conscient des risques que représentent les morsures des chiens et chats errants non vaccinés, exhorte les propriétaires à vacciner leurs chiens. Je les invite de faire correctement cette mission, de passer porte à porte pour que les chiens soient vaccinés, les chats soient vaccinés, qu'il n'y ait pas vraiment un accident de morsure par un chien arraché comme prévu par la loi. Pour la réussite de cette campagne, la FAO a mis à disposition des agents vétérinaires déployés sur le terrain un important lot de vaccins pour poursuivre les opérations dans toutes les collectivités de Mamou avant le 30 novembre. À Kissidougou, la campagne de vaccination contre la rage se poursuit. Cette activité permettra de prévenir, de détecter, de répondre à la menace croissante de la maladie dans la préfecture. Elle durera un mois, n'est-ce pas, Ibrahima Oulé Fofana? Éliminons la rage humaine en vaccinant régulièrement nos animaux de compagnie. C'est le mot-clé de cette campagne de vaccination. Ici, dans la commune urbaine de Kissidougou, un carnaval a d'abord mobilisé propriétaires d'animaux et acteurs de l'agriculture et de l'élevage. Zéro rage, c'est l'objectif final recherché. Nous voudrions profiter de cette campagne, faire la vaccination gratuite des chiens dans la préfecture de Kissidougou. Voyant les statistiques des 3 dernières années, 2021-2023, 237 cas de morsure ont été enregistrés, dont 10 cas de confirmation et 1 cas mortel. C'est une maladie mortelle. Donc, une fois déclarée chez l'homme, c'est la mort. Donc, pour cela, si le gouvernement a pu tout mettre en œuvre pour apporter ces vaccins, il ne faudrait pas que nous prenions comme quelque chose de banal. Cette initiative du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est très appréciée dans la préfecture de Kissidougou. Je suis très ravi parce que cette vaccination va protéger ma population contre la rage. Elle va donner de la santé à mes chiens. C'est pourquoi je demande à tous les propriétaires de chiens de se mobiliser pour venir vacciner leurs chiens car c'est gratuit. À Kissidougou, plus de 10 000 animaux sont concernés par cette vaccination. Lancée chaque année après les grandes pluies, la saison touristique est un moment d'excursion et surtout de découverte. 3 jours durant, des visiteurs et amoureux de la nature ont été émerveillés par les potentialités touristiques de la Cité des Agrumes. Le déroulement avec Algassi Mouba. Un tourisme solidaire et responsable
permet de préserver toutes les facettes d'une culture. Dans la région de Kinya, c'est un moment propice aux excursions et aux visites de sites touristiques comme ici à Samaya. Nous sommes dans un village historique de la Guinée qui répond le nom de Samaya, au bord de ce lac artificiel qui a donné naissance après la construction d'un barrage hydroélectrique par le premier régime guinéen. C'est l'un des sites qui peuvent vendre l'image de Kindia, en particulier, je peux même dire de la Guinée, car il y a plein d'activités qu'on peut faire autour de ce lac. Que ce soit le Fouta-Djallon avec le château d'eau d'Afrique ou tous les paysages extraordinaires qu'on a ici aussi à Kindia et avec le lac, Samaya, c'est une contribution bien sûr au tourisme en Afrique. Le développement du tourisme rime avec les idéaux du chef de l'État. Il s'agit de mettre en lumière les sites touristiques en vue de faire de la Guinée une plateforme tournante pour les visiteurs. Notre volonté est que la communauté s'approprie des potentialités touristiques de leur région ou de leur âge. Et qu'à un moment donné, avec ou sans l'aide de l'État, avec l'existant, que les communautés puissent recevoir les Guinéens, mais aussi des étrangers, pour mettre à leur disposition ce qu'ils ont de plus précis, que ce soit au niveau de l'artisanat, au niveau de la culture ou du tourisme tout simplement. Ce départ-là, ça commence à nous donner beaucoup d'espoir et nous allons pouvoir les accompagner afin que, puisque c'est l'État qui nous accompagne, mais cette fois-ci nous allons l'accompagner, à les encourager afin que nous puissions réellement travailler en synergie parce que c'est ce qu'il fallait. D'intenses travaux et de concours de piroguiers ont émerveillé les participants. Un plus bref et un image de condensé de l'actualité internationale et c'est avec Mekene Moussa Kamara. Au moins 30 personnes sont mortes et près de 60 blessés samedi dans un accident de route dans le nord de l'Égypte. La collision a eu lieu entre un bus et des voitures. Plusieurs véhicules impliqués dans l'accident ont été carbonisés sur la chaussée selon ces images relayées sur les réseaux sociaux. Une marche sur le tapis rouge qui marque la 8e édition du festival Écran Noir. Acteurs, réalisateurs, cinéphiles venus assister à la clôture de ce festival au Palais des Congrès de Yaoundé, au Cameroun. L'industrie de la mode en Afrique connaît une croissance rapide à la demande locale et internationale, mais des investissements insuffisants limitent son potentiel, selon un rapport de l'UNESCO publié lors de la Fashion Week de Lagos. Afrique du Sud, sur le toit du monde, la nation arc-en-ciel a arraché son 2e titre de champion du monde de rang face aux All Blacks 12-11, son 4e au total. Les Springboks ont pu profiter de la pénalité ratée par Jordi Barrett à la 74e minute. Les Sud-Africains n'ont d'ailleurs jamais eu en finale d'un mondial de rugby. Ainsi s'achève ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très vite sur la RTG. Bonsoir.